Madame, monsieur, c'est un monde récidive. C'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire. Et cette semaine, à l'approche de la journée européenne de la justice, ce sera le 25 octobre prochain, nous allons mettre à l'honneur cette grande institution. Alors, quel est son fonctionnement dans les autres pays? Comment la loi est-elle appliquée? Quels sont les procès historiques qui l'ont fait évoluer? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée, évidemment. Alors, à la barre ce matin, voici nos témoins privilégiés du jour. Valérie Lerouge qui nous attend en Belgique, Nicolas Bertrand qui nous donne rendez-vous, lui, en Inde, Fanny Lothaire, notre correspondante au Brésil, et enfin Sandrine Mercier que nous rejoindrons en Espagne. Pour la première escale, direction justement la Belgique, où une affaire criminelle au retentissement mondial a complètement révolutionné la justice du pays. Bonjour Valérie, il s'agit bien sûr, tout le monde l'a deviné, de la fameuse affaire Dutroux qui, il n'y a pas loin de 25 ans, et 25 ans après, donc est toujours un sujet très sensible chez vous, non ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Une affaire hyper sensible. C'était effectivement il y a plus de 20 ans, mais les gens ici en parlent encore comme si c'était hier, avec les moindres détails, avec parfois la chair de poule, car c'était une affaire extraordinaire, à plus d'un titre. D'abord, un quadruple meurtre. Ensuite, de jeunes filles, parfois violées ou parfois qu'on a laissé mourir de faim. L'horreur absolue. Et tout ça sur fond de guerre des polices, de tensions politiques et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien, c'est l'évasion du meurtrier en plein palais de justice. Alors tout cela a créé une véritable psychose dans le pays. Quand vous parlez avec des jeunes d'une trentaine d'années, ils se souviennent tous comment leurs parents les ont interdits du jour au lendemain de revenir de l'école tout seuls, ou bien des gamins qui allaient au football, comment l'entraîneur les faisait rentrer d'urgence dans le vestiaire quand ils voyaient passer une camionnette blanche, la même que Marc Dutroux. Il y a eu une vraie psychose. L'affaire a contraint des ministres à démissionner. Elle a réformé les institutions en profondeur. Je propose de voir ça avec ce reportage réalisé par Mathilde Notebart et Frédéric Furnémont. Julie et Mélissa, Anne et Effieux, Sabine et Laetitia. Les visages des victimes de Marc Dutroux sont toujours ancrés dans la mémoire des Belges. Une affaire qui a bouleversé le pays, l'a plongé dans un climat insurrectionnel et a fait vaciller les institutions. À partir de juin 1995, 6 jeunes filles disparaissent. Pendant des mois, les parents se battent pour les retrouver. On va faire connaissance avec les victimes, avec leurs familles. On va s'immiscer dans le quotidien de ces parents, dans leur quête qui va durer plus d'1 an. Je pense qu'à un moment donné, Julie et Mélissa sont devenues les enfants des Belges, quoi. 1 an après les premières disparitions, Marc Dutroux est arrêté. Il devient la personne la plus détestée du royaume. Après 3 jours d'interrogatoire, il avoue et indique la cache dans laquelle se trouvent Sabine et Laetitia, ses dernières victimes, toujours en vie. C'est le soulagement avant l'horreur. On retrouve les corps sans vie des 4 autres filles. La peur s'installe dans le pays. Tous ceux qui étaient enfants à cette époque-là n'osaient plus sortir seuls dans la rue. Les parents tenaient encore plus fort la main de leurs enfants. Et les Belges découvrent que Marc Dutroux et sa femme avaient déjà été condamnés pour des faits de séquestration et viol sur mineurs. Il était libéré conditionnel et puis le suivi de sa libération conditionnelle était purement formel. Il allait chez un vieux psychiatre 1 fois toutes les lunes et encore toutes les 2 lunes qui lui prescrivait du Rohypnol qu'il faisait avaler à ses victimes. Enfin, c'est délirant. Les ratés de la police et de la justice du royaume scandalisent. Les informations ne passent pas entre les services. Il y avait 3 services de police locale, il y avait la police judiciaire, il y a aussi la gendarmerie. C'était la concurrence entre les services de police, c'était un peu de jalousie, c'était vraiment essayer de bloquer l'autre. Il y a eu des perquisitions ratées qui sont inexpliquées, des personnes peut-être pas assez compétentes pour rechercher les enfants, en tout cas faire des perquisitions. Les Belges organisent des manifestations et des grèves. La population a besoin de faire son deuil. Les familles des victimes créent la Marche Blanche. Plus de 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles. L'État y répond avec une commission d'enquête parlementaire. Mais un événement impensable survient. Dutroux s'évade.
Je crois que partout, dans la presse comme dans la population, lorsque l'on annonce l'évasion de Marc Dutroux, c'est une terrible incrédulité. Personne ne veut croire à ça. Allez, c'était le criminel numéro 1, c'était le choc total. À ce moment-là, on a vite décidé qu'il n'y avait qu'une solution et c'était de démissionner. Les réformes d'urgence s'imposent. 8 partis politiques du pays s'unissent pour créer un Big Bang judiciaire. Un des symboles finalement de l'après Dutroux, c'est la disparition de la gendarmerie, qui était quand même un grand corps d'élite. Il y a eu le tribunal d'application des peines, ce sont des magistrats maintenant indépendants qui jugent de la libération conditionnelle. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et le gouvernement instaure de nouveaux droits pour les victimes. Du premier moment du procès verbal sur un délit ou d'une plainte jusqu'à la fin, à savoir la libération, oui ou non, de la personne qui a été condamnée, les victimes sont consultées, sont présents, peuvent suivre la procédure. Le but étant de donner beaucoup plus de droits aux victimes, les mêmes droits qu'avait un suspect. Au total, 160 réformes dans le monde judiciaire et une génération marquée à tout jamais. Et pour Marc Dutroux, Valérie, je suppose que c'est la prison à vie, non ? Oui, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais dans les faits, perpète, comme on dit, en France comme en Belgique, c'est souvent 20-25 ans avant une libération conditionnelle. Alors Marc Dutroux, ça fait 22 ans qu'il est derrière les verrous maintenant. Son avocat actuel a commencé à tenter de parler d'une éventuelle libération à 2 reprises récemment. Une première fois dans un bouquin, Pourquoi faut-il libérer Dutroux ? C'est le nom du livre. Une deuxième fois très récemment, il y a un mois, en écrivant directement aux familles pour tenter, je le cite, d'apaiser un peu le débat. Dans les 2 cas, c'était un tollé total. La plaie reste vraiment trop vive, autant vous dire qu'il n'est pas prêt de sortir. Oui, on l'imagine. Merci beaucoup Valérie, et à très vite évidemment. Pour la prochaine destination, nous partons en Inde, où une affaire d'une violence inouïe, extrême, a secoué cet immense pays et ses nombreux habitants, vous le savez. En 2012, une jeune femme est sauvagement violée par 6 hommes, puis battue à mort. Elle s'appelait Jyoti et son histoire hante encore les esprits. Bonjour Nicolas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ? Bonjour Laurent, la réponse est oui, les choses ont changé depuis 2012, au niveau de la loi en tout cas, mais l'Inde était sous pression, même l'ONU s'en était mêlée, il fallait absolument agir. 4 choses ont changé principalement. Tout d'abord, les peines en matière de viol ont été renforcées, elles sont passées de 7 à 10 ans de prison minimum, et en cas de viol sur mineur, les peines sont maintenant de 20 années d'emprisonnement minimum. Et puis, si la victime de l'agression du viol vient à mourir, la peine de mort a été instaurée pour les violeurs. Ça, c'est depuis 2012. Et les délais judiciaires ont également été réduits. Avant, vous savez, il fallait parfois attendre des années avant le procès. Mais aujourd'hui, c'est 2 mois d'instruction maximum avant d'être présenté face à un juge pour un procès. Et puis, dernière chose, des formations ont été organisées à travers tout le pays pour les personnes qui sont censées venir en aide aux victimes afin de les sensibiliser au problème. Ça, c'était très important. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage signé Amanda Jacquel et Sonia Colavisa pour comprendre cette affaire et les répercussions qu'elle a eues sur toute l'Inde. Il y a 6 ans, Badrinath et Asha ont perdu leur fille, Jyoti. Elle avait 23 ans. Chez ses parents, aucune photo au mur, mais des plaques commémoratives et quelques souvenirs précieux. Ça, c'est quand Jyoti était à l'école. Elle a gagné ce prix pendant une fête. Ces trophées sont la preuve que nos enfants sont de bonnes personnes. Ma fille était une bonne personne pour ce pays. C'était en décembre 2012, à New Delhi. Le cauchemar commence lorsque Jyoti et son petit ami grimpent de nuit dans ce bus. La jeune femme est alors violée par 6 hommes et agressée sexuellement avec une barre en fer, sous les yeux impuissants de son compagnon. Le couple est laissé pour mort sur le bitume. À ce moment-là, les gens qui sont venus ont arrêté leur voiture et descendu la vitre. Ils ont regardé et sont partis. Moi, je me demande à ce moment-là où était leur humanité. Leur fille décédera de ses blessures une dizaine de jours plus tard.
Sa mort extrêmement violente fait le tour de la planète. Un viol qui avait causé la mort de leur victime, une étudiante de 23 ans. Jyoti est érigé en symbole. Les protestations s'enchaînent partout en Inde. C'est le viol de trop, celui qui va faire changer la loi. En avril 2013, les sanctions s'endurcissent et peuvent désormais aller jusqu'à la perpétuité. Et si la victime décède, la peine de mort est désormais systématique. Les agresseurs de Jyoti seront condamnés à la pendaison, pour l'exemple. 6 ans plus tard, que reste-t-il de cette affaire ? Dans les rues de la capitale indienne, tout le monde s'en souvient encore. Vous vous rappelez de ce moment ? Oui, c'était après le viol de Jyoti. Mais si beaucoup saluent les efforts de la justice, ils estiment aussi que la société, elle, peine à évoluer. Beaucoup de choses ont été faites, mais finalement, ça s'est essoufflé. Et les choses n'ont pas changé. Donc rien n'a fonctionné. La loi a beau changer, la situation est toujours la même. Donc à quoi bon changer la loi ? Il y aura toujours des viols. Prévenir plutôt que guérir. New Delhi a récemment fait appel à une ONG pour sensibiliser chauffeurs de bus et de taxi à la sécurité des femmes. Pour capter leur attention, Tina, la formatrice, s'est glissée dans la peau d'un chauffeur un peu insistant. Donc vous devez avoir un petit ami, madame. Vous en avez un ? Elle espère leur ouvrir les yeux sur le harcèlement quotidien auquel les femmes doivent faire face. Notre travail majeur, c'est de changer l'esprit des gens pour que nous n'ayons plus besoin de quémander notre sécurité, la sécurité des femmes, parce que c'est mon droit. Mais certains ont encore du mal avec ce discours. C'est sûr que si tu te promènes pour te montrer, en dévoilant des parties de ton corps, on va te reluquer. On ne fermera pas les yeux. Malgré tout, la plupart colleront avec fierté ces autocollants de prévention à l'arrière de leur véhicule. Depuis l'affaire de 2012, les langues se sont déliées. Les plaintes pour viol à New Delhi ont plus que triplé en 5 ans. Nicolas, on vient de voir et d'entendre surtout que les violeurs de Jyoti ont été condamnés à mort. Ça veut dire qu'ils ont été exécutés ? Alors non, ils n'ont pas été exécutés pour l'heure. L'un d'eux s'est donné la mort dans sa cellule. Un autre était mineur au moment des faits et donc il a été libéré assez rapidement, ce qui a provoqué un scandale comme vous l'imaginez ici dans le pays. Les 4 autres attendent toujours au moment où je vous parle dans le couloir de la mort. Mais comme nous l'ont confirmé les parents de la victime, Jyoti Singh, la peine est sans cesse repoussée alors qu'elle a été confirmée 3 fois par des tribunaux indiens. Mais il faut savoir que l'Inde est le pays du monde parmi ceux qui ont toujours recours à la peine de mort, qui l'autorise le moins. Alors personne ne sait vraiment ce qui va advenir de ces 4 condamnés. Alors justement, est-ce que ces nouvelles lois dont vous nous avez parlé ont porté leurs fruits ? Alors oui, il y a eu une prise de conscience depuis 2012 de la population, ça c'est tout à fait indéniable, mais pour autant je ne peux pas vous dire que le nombre de viols en Inde est en chute libre, que du contraire, il suffit d'ouvrir un journal tous les jours pour s'en rendre compte. Les viols sont quotidiens, plus de 40 000 plaintes sont déposées chaque année pour viol. Alors d'un côté, c'est vrai, les femmes osent davantage porter plainte depuis 2012, mais de l'autre, on sait qu'il y a encore beaucoup de viols qui sont passés sous silence. Et puis, une personne sur 4 seulement accusée de viol est un jour condamnée. Pourquoi ? Parce que dans les milieux ruraux, les enquêtes sont bâclées, les victimes ne sont pas prises au sérieux et puis les policiers, principalement des hommes, ne sont pas formés pour comprendre le problème. Alors, il y a eu des avancées, mais les réformes n'ont certainement pas été aussi loin qu'elles n'auraient dû. Et aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire en Inde. Merci beaucoup Nicolas et à très bientôt bien sûr sur Télématin. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec notre tribunal du net. Et oui, vous allez voir qu'entre la souris et le marteau, eh bien c'est une affaire qui roule. Julia, trouver un avocat, déjà dans un premier temps, trouver un avocat sur le web, aujourd'hui c'est, j'allais dire, presque aussi simple qu'un clic. Exactement, de plus en plus d'avocats du barreau proposent leurs services sur Internet. Vous tapez avocat dans un moteur de recherche et vous n'avez que l'embarras du choix. Cette évolution, eh bien, elle rend le droit plus accessible aux particuliers qui vont bénéficier d'un service juridique plus avantageux financièrement et d'une gestion simplifiée et plus rapide de leurs dossiers. Alors, en ce sens, évidemment, Internet est un outil formidable, mais il faut malgré tout, comme toujours, prendre quelques précautions pour éviter les arnaques
et être piégé par un faux avocat en ligne, comme il en existe évidemment de nombreux. Pour s'assurer du sérieux d'un avocat, il faut vérifier toujours son inscription au barreau sur les sites officiels que vous voyez là, 2 sites officiels pour vérifier qu'ils sont bien de vrais avocats. Oui, on peut même, j'allais dire, divorcer en ligne aujourd'hui par consentement mutuel. Alors après, justement, ces bons conseils, place aux bons outils, s'il vous plaît. Les bons outils, de nombreuses personnes renoncent bien souvent à engager une procédure. Alors, en raison de la complexité du droit ou effrayées par les frais qui vont être engagés, des sites comme saisirprud'homme.com vont permettre à des internautes d'engager des procédures directement sur Internet. Alors, un site s'appelle demanderjustice.com. Il est le site internet qui va aider les utilisateurs à constituer un dossier pour résoudre les petits litiges de la vie quotidienne. Alors vous savez, les voyages non conformes à la réservation, une commande jamais livrée, un garagiste malhonnête, un dépôt de garantie non restitué, des exemples, on en a par milliers. Eh bien, ce site demanderjustice.com va vous aider à régler le problème. Une trentaine aujourd'hui de salariés travaillent sur ce site pour régler plus de 500 000 dossiers qui ont eu jusqu'à présent 82% des plaignants ont obtenu gain de cause. C'est un très bon outil. Merci beaucoup, Julia. Verdict sans appel, c'était parfait, ne changez rien. Alors, pour la suite de notre tour judiciaire, merci encore. Direction maintenant le Brésil. Bonjour Fanny. Si les affaires de corruption sont monnaie courante dans le pays, les citoyens se souviendront, je pense, très longtemps de 2018, de cette année qui laissera un goût amer et un vrai parfum de scandale. L'année 2018 aura marqué la démocratie brésilienne, tant le pays se sera divisé sur de nombreux cas politico-judiciaires. Pas un seul jour sans qu'à la radio ou à la télé, on entende parler de l'affaire Lava Jato, de l'affaire Petrobras ou encore de l'affaire de l'ancien président Lula, condamné à 12 ans de prison pour corruption passive, un cas judiciaire qui a fait polémique au Brésil. Résultat, les Brésiliens ne croient plus en leur justice ni en leurs politiciens et cela se traduit dans les urnes en pleine campagne des élections présidentielles. C'est un reportage réalisé avec Caroline Leduc et Marie Dengagbe. Au Brésil, le procès Lula s'apparente un peu à une longue partie d'échecs de plusieurs mois. Opposant d'un côté les avocats du roi Lula au cavalier Moro, le juge en charge de l'opération anticorruption. En janvier dernier, l'ancien président est condamné en deuxième instance pour avoir reçu des pots de vin. Échec. Sa sentence passe subitement de 9 mois à 12 ans de prison. Ses avocats lancent alors une batterie de recours, criant à l'absence de preuves valides. Mais en avril dernier, le tribunal suprême oblige finalement Lula à se rendre. Échec et mat. Lula crie alors à l'injustice. Je crois en la justice, mais une justice juste. Quelques heures après ce discours, devant les caméras du monde entier, l'ancien président est incarcéré pour corruption passive dans le sud du pays. Depuis, on vient réclamer la libération de notre président Lula. Lula libre. Pas un jour ne passe sans que ses militants ne viennent réclamer justice. Elle est persuadée que son héros a été victime de lawfare, une stratégie judiciaire qui consiste à abuser de la loi à des fins politiques pour empêcher Lula d'être de nouveau candidat à la présidence de la République. C'est un coup d'État de plus de la droite et de la justice brésilienne. Une justice partiale qui a clairement une bannière politique. On va continuer à lutter. C'est la résistance qui nous rendra justice. Au président Lula et au peuple brésilien. Depuis 4 mois, comme elle, des centaines de pro-Lula campent à côté de la prison, espérant que le tribunal revienne sur sa décision. Impossible pour ce professeur de droit. La justice a voulu faire de Lula un exemple. Il y a un indice d'insatisfaction historique des Brésiliens. Pour eux, les puissants ne sont jamais punis et les pauvres sont condamnés à des sentences injustes. L'exemple de l'ancien président Lula montre au contraire que pour une fois, la justice a finalement fait son travail correctement et a essayé de rétablir l'équilibre, de résoudre ce problème longtemps dénoncé par la population brésilienne. En pleine élection présidentielle, les affaires de corruption de Lula ont sali l'image du Parti des travailleurs. À Rio, au pied de la favela de Rocinha, Glaucia de Nascimento Monteiro a voté toute sa vie pour Lula et la gauche. Mais cette fois, elle a choisi le candidat anti-corruption d'extrême droite. Bolsonaro. Pourquoi lui? Je ne sais pas. Parce que c'est la seule option que j'ai. Pour ne pas voter pour le Parti des travailleurs. Ce sont tous des voleurs. Les affaires qu'il y a eu, ça me déçoit tellement.
Un vote d'extrême droite massif, sombre reflet d'une société sans doute désabusée, fatiguée par ces scandales de corruption. Le 28 octobre prochain, 147 millions de Brésiliens iront de nouveau aux urnes et rendront leur propre verdict. Ouais, très, très édifiant. Merci beaucoup Fanny et à bientôt évidemment. Alors retour maintenant dans l'Hexagone. Il est temps en effet de se pencher sur le cas de la justice française. Et pour passer aux aveux, j'appelle Frédéric Gersal pour commencer. Si l'on devait citer un procès au retentissement majeur, Frédéric, qui a fait progresser la loi et tout particulièrement le droit des femmes, ce serait le fameux procès de Bobigny, c'était en 72. Absolument, 72. Bonjour Laurent. Effectivement, c'est un procès, c'est un tournant. De quoi s'agit-il? Une affaire terrible. Une jeune femme, une jeune fille, elle a 16 ans, elle est mineure. Elle s'est fait violer par un de ses compagnons, si j'ose dire, de lycée. Et elle s'en plaint à sa mère. On va voir ensemble, elle élève, elle, toute seule, ses trois enfants. On va voir ensemble le gynécologue qui accepte de faire passer cet enfant, puisqu'elle est enceinte, cette jeune fille, et il demande une fortune. Alors on va se tourner vers des faiseuses d'anges. Et là, évidemment, le jeune homme va s'en plaindre à la police. C'est ça le comble. C'est le violeur qui va aller voir la police en expliquant que la jeune fille s'est faite avorter, mais on marche sur la tête. Et du coup, la police vient mener cette enquête et va arrêter la maman, la jeune fille, bien sûr, et 3 autres amis de la maman. Tout le monde va être jugé et défendu par Gisèle Halimi, maître Gisèle Halimi. Les droits des femmes, c'est son ADN, si je puis dire. C'est ce qu'elle a en elle, et elle défend le droit des femmes depuis toujours. Et là, elle va médiatiser à tel point qu'évidemment, tout le monde va vouloir se faire écho de ce drame absolu. Et le jugement va être en faveur de la jeune Marie-Claire, la jeune fille. Pourquoi ont-elles choisi cette défendresse, cette Gisèle Halimi? Elle avait écrit un livre sur une jeune Algérienne qui avait été violée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire appel à Gisèle Halimi. Voilà comment ces femmes vont être finalement complètement blanchies, à part celle qui a œuvré pour cette IVG. Mais tout cela va faire changer la loi. 3 ans plus tard, souvenez-vous, 1975, je vous propose de retrouver Simone Veil à l'Assemblée nationale. Au début, quand elle lance son appel, devant elle, il n'y a pratiquement que des hommes. Écoutez-la. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Là voilà, mais évidemment son discours, on le connaît, elle va jusqu'au bout, en se faisant même applaudir par cette assemblée d'hommes, expliquant combien les femmes n'ont jamais eu envie de cette IVG et qu'il va falloir la voter, cette loi d'interruption volontaire de grossesse. Alors Frédéric, il y a une deuxième affaire, on va s'en souvenir assez rapidement, qui elle aussi a fait changer le système judiciaire, c'est celle du tueur en série, Guy Georges. Terrible affaire, le tueur de l'Est parisien, 7 jeunes femmes lâchement assassinées, évidemment violées, assassinées entre 1991 et 1997. Difficile de mettre la main sur ce violeur, sur ce tueur en série. Alors monsieur Gilbert Thiel, qui est le juge d'instruction, va mener une enquête scientifique extrêmement pointue. Il va falloir essayer de retrouver l'ADN de ce Guy Georges. Et on a beaucoup de mal. Et il va lancer une telle opération scientifique que finalement, il va être confondu en 1998. Il va être jugé en 2001 et il va passer aux assises. Et ce Guy Georges, cette affaire Guy Georges va bouleverser définitivement la loi, puisqu'à partir de ce moment, grâce à Madame Elisabeth Guigou, qui est alors ministre de la Santé, il va y avoir un fichier ADN pour les violeurs, pour les attaques, pour ces attaques sexuelles. Alors, dans notre mémoire collective, on se souvient d'autres faits divers qui ont aussi notamment lancé le débat sur l'abolition de la peine de mort, avec un personnage central, Robert Badinter. Robert Badinter. Et 3 affaires. Alors, je vous propose de regarder les unes. On va retrouver Robert Badinter dans un instant avec ses unes du Parisien et de Libération. 3 affaires, vous vous en souvenez peut-être. Buffet Bontemps, là à gauche sur votre écran. Ils sont à la prison, à la centrale de Clairvaux. Ils ont pris des otages pour essayer de s'évader et ils vont lâchement les assassiner. C'est une infirmière et un gardien de la prison de Clairvaux. Eh bien, Bontemps a comme avocat maître justement Badinter, qui ne va pas réussir à sauver sa tête. Donc Bontemps et Buffet sont guillotinés. L'affaire Ranucci au centre de votre écran. Ranucci, c'est l'enlèvement d'une petite fille et son corps sans vie qui est retrouvé à 8 ans. Ranucci, c'est le pullover rouge, souvenez-vous de cet ouvrage qui va bouleverser la France et le film qui s'en suivra. Et puis Ranucci, encore une fois,
là, le procès va être... Souvent, on va faire appel à ce procès, on va essayer d'en changer les décisions et on va même se tourner vers le ministre de la Justice qui, en 81, s'appelle Badinter. Donc, il a encore un lien avec cette affaire. Et enfin, le troisième, c'est l'assassinat par Patrick Henry de cet enfant-là, le petit Philippe Bertrand, qui avait 7 ans. Et là, Badinter réussit à sauver la tête de Patrick Henry. Alors il l'explique. Évidemment, on se souvient tous, en 81, à peine François Mitterrand élu, il va jusqu'au bout de sa promesse et grâce à maître Robert Badinter, devenu garde des Sceaux, la peine de mort est abolie. Mais ce que je voudrais, c'est vous montrer juste quelques images où on le voit bien des années plus tôt, comme quoi cette envie, elle est ancrée en lui depuis toujours. La peine de mort, c'est l'autre côté des choses. C'est la face cachée de la justice. C'est la justice qui tue. Et moi, je n'accepte pas une justice qui tue. Merci beaucoup Frédéric pour ces informations et ces évocations. Si je peux me permettre, vous êtes libre. Allez, pour notre dernière destination, nous partons en Espagne où une affaire particulièrement douloureuse a défrayé la chronique, c'est celle des fameux bébés volés sous la période franquiste. Bonjour Sandrine. Cette histoire est toujours taboue dans le pays, y compris pour la justice, car les procès semblent impossibles. Bonjour Laurent. Effectivement, c'est une histoire incroyable qui a secoué l'Espagne ces dernières années. On a découvert que durant le franquisme, et même après, puisque ça a continué jusque dans les années 90, des bébés étaient volés à leur mère, à leur naissance, pour être donnés à des familles proches du dictateur. On leur disait que le bébé était mort-né. Ces femmes, ces victimes, étaient le plus souvent des républicaines, des prisonnières ou des mères célibataires, voire adultères, qui, selon l'idéologie franquiste, n'étaient pas capables de bien élever leurs enfants. Ce n'est donc que des années plus tard, quand ces bébés sont devenus adultes, vers 2010, qu'ils ont appris la vérité et le scandale a éclaté. Depuis, les familles se recherchent dans tout le pays. Elles ont demandé le soutien de la justice, mais elles se heurtent aujourd'hui à un mur. Sur toutes les plaintes qui ont été déposées, il y en a plusieurs milliers, seule une a permis d'ouvrir un procès. C'est celle d'Inès Madrigal que nous avons suivie avec Marie Bolinches et Johan Prodhomme. Il y a 8 ans, le monde d'Inès s'est écroulé. Ça, c'était la photo préférée de ma mère. Elle a découvert que cette femme n'était pas sa mère biologique et qu'elle avait été volée à la naissance. Je suis tombée sur un article dans lequel 2 hommes racontaient comment ils avaient été achetés à crédit à leur naissance à une bonne sœur de Saragosse. Le pire pour moi, c'est qu'ils disaient que c'était fréquent dans la maternité de San Ramón de Madrid. Et c'est la clinique où je suis née. Inès contacte une association qui lui confirme que son acte de naissance a été falsifié. Ça a été un choc. On m'a raconté que des milliers de mères, pensant que leur bébé était mort-né, avaient fleuri des tombes vides. Je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Je venais juste d'accoucher. Mes enfants devenaient mon seul lien biologique direct avec moi. Alors que l'on vole des enfants à leur mère à la naissance, je ne pouvais pas le croire. Comme Inès, 300 000 petits Espagnols auraient ainsi été volés à leur mère. Au lendemain de la guerre civile, ces enfants sont placés chez des familles proches du régime franquiste. À chaque fois, le bébé est déclaré mort-né et vendu sous une nouvelle identité. Ce trafic, organisé par des religieuses et des médecins, s'est poursuivi jusque dans les années 80. Mais en 2010, le scandale éclate. Des milliers de mères à la recherche de leurs enfants prennent d'assaut les rues espagnoles. Des associations se créent pour aider les familles à se retrouver et demander justice. Mais la majorité des affaires est classée. Connaître ses origines est un droit fondamental, mais les institutions espagnoles ne font rien pour qu'il soit respecté. Les archives restent inaccessibles. Elles appartiennent souvent encore à l'Église, qui refuse de les ouvrir au nom de la protection des données. Pour l'instant, seule une affaire a pu être jugée. Inès a réussi à faire asseoir sur le banc des accusés l'homme qui lui a volé son identité. Eduardo Vela, 85 ans, dirigeait la clinique où est née Inès. À la barre, il a nié, puis dit ne pas se souvenir d'avoir falsifié son acte de naissance. Le médecin a été reconnu coupable, mais il n'ira pas en prison car les faits sont prescrits. Un verdict décevant pour Inès, comme pour toutes les victimes.
Mes sentiments sont partagés. D'un côté, je suis contente, parce que ce verdict confirme que le docteur Vela m'a bien vendu à la naissance, mais je ne pensais pas que les juges retiendraient la prescription des faits. Ce n'est pas du passé pour moi. Inès a fait appel de la décision des juges. Mais pour les associations, la seule solution est de changer le code pénal. Sous leur pression, les députés espagnols voteront bientôt un projet de loi. Si le texte était adopté, le vol de bébé deviendrait alors un crime contre l'humanité, un crime imprescriptible. Des milliers d'affaires pourraient alors enfin être jugées. Dites-nous juste pour finir, Sandrine, s'il y a eu des retrouvailles, si les enfants ont pu revoir leur mère biologique. Oui, Laurent, c'est d'ailleurs les premières retrouvailles qui ont fait éclater le scandale. Certaines mères ont compris ce qu'elles craignaient. On leur avait bien enlevé leur enfant à la naissance. En fait, ce qui les a aidés, c'est que ce que personne n'avait imaginé à l'époque, ce sont les réseaux sociaux avec les avis de recherche possibles sur Internet et l'ADN. Beaucoup de mères ont alors fait le test en espérant ainsi retrouver leurs enfants. Mais là encore, problème, il n'y a pas un seul laboratoire public en Espagne. Ce sont plein de petites entreprises privées sans possibilité de croiser les données d'une région à l'autre. Il y a donc très peu de retrouvailles. Les victimes sont livrées à elles-mêmes sans aucune aide de l'État espagnol. Alors quoi faire? À défaut de justice ici, certaines associations ont déposé plainte ailleurs. Il y a aujourd'hui une plainte déposée en Argentine et une autre au Mexique au nom de la justice universelle. Merci beaucoup Sandrine et à bientôt bien sûr avec toutes les équipes de Télématin. Voilà, madame, monsieur, le dossier est classé si l'on peut dire, c'est la fin de cette émission. Merci à nos 4 correspondants pour cette immersion au cœur du système judiciaire de nos voisins. C'était réellement passionnant. Voilà, Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous dès lundi. Damien Thévenot vous attendra de pied ferme à partir de 6h30. D'ici là, passez toutes et tous un excellent week-end.